Est-ce que tu as déjà eu lors d'une session de tatouage l'espace pour t'ouvrir pleinement? Ça a été le cas de 2 de nos clients récemment qui sont venus déposer leurs histoires de vie, des histoires touchantes, profondes et parfois assez intenses. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des émotions dans le tatouage, des clients sensibles et de comment les accueillir correctement. Avec Marion aujourd'hui, tatoueuse depuis 14 ans et énergéticienne, on en discute librement. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je te souhaite une très bonne écoute. Tu l'as vécu assez tôt dans ta pratique, ces moments d'émotion des clients. Comment tu les as accueillis au début? Alors, je les ai pas forcément vécus assez tôt, parce que j'étais moi-même pas disposée à vivre ça. Donc, même si j'ai toujours eu une démarche d'aller personnaliser les projets, j'allais pas forcément dans le vrai accompagnement. C'est arrivé un peu plus tard. Et comment j'ai fait? En fait, quand c'est arrivé, je savais pas quoi faire. J'étais hyper mal à l'aise parce que n'étant pas moi-même à l'aise à l'époque avec mes propres émotions, dealer avec les émotions des autres, c'est pas évident. Donc, en fait, la personne était en larmes et moi j'étais là. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop, je vais pas lui faire un câlin parce que je suis pas à l'aise. Est-ce que je lui fais une petite tape, genre ça va aller? Donc ouais, c'était pas forcément hyper confort pour moi. Et puis au fur et à mesure que j'ai moi évolué sur ma gestion des émotions, donc déjà m'ouvrir, à accueillir mes émotions, à m'autoriser à pleurer aussi. Du coup, une fois que toi, t'es dans cette démarche-là, tu peux un peu mieux comprendre ce que l'autre vit et répondre aux besoins, même si en vrai, ça dépend et il n'y a souvent pas besoin de faire quelque chose. Il y a juste généralement besoin d'être là, juste, pour pouvoir accueillir la personne et en tout cas l'accompagner dans ce moment d'émotion-là. Donc, en fait, c'est la posture, c'est être. C'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est comment je dois être. Et pourquoi, à ton avis, ça déclenche ça, le tatouage? Quand je parle de ça, je parle émotions. des émotions, les pleurs, Déjà, il peut y avoir la thématique qui peut être touchante si la personne vient se faire tatouer avec une histoire. Il peut y avoir la sphère qu'elle a été décristalliser des informations dans son corps. Donc quand on vient appuyer un peu sur les boutons, ça sort. Parfois ça pousse tellement que même en retenant, ça sort quand même. Et des fois, il y a juste, c'est le bon moment, la bonne situation, la bonne personne qui fait que je m'autorise et je me lâche. Pour moi, le tatou, c'est vraiment... déjà, c'est un moment pour soi qu'on s'offre. Et de nos jours, c'est pas quelque chose qui est valorisé, qui est mis en avant, de se dire « Ah, je prends du temps pour moi » ou « Ah, t'as fait quoi cette semaine pour prendre du temps pour toi, pour t'occuper de toi, pour... » Donc du coup, le tatouage, ça peut être un moyen un peu de dissimuler et souvent pas conscient de, en fait, je me prends un temps pour moi. Et vu que c'est quelqu'un d'autre qui fait quelque chose, moi je suis là, je suis juste là. J'ai rien à faire, je peux rien faire, j'ai pas le droit de bouger, j'ai pas le droit de... Donc je suis juste là, en fait. Et parfois, rien que le fait de prendre conscience de ça, de prendre du temps pour juste être, sans faire, ça peut, ça peut faire bouger les choses. Le côté douleur aussi du tatou, forcément. On va dire c'est la première, le premier ingrédient qui va potentiellement mettre en place la machine à émotion. Quand bien même certaines personnes n'osent pas pleurer parce que non, je ne vais pas pleurer, je suis dure, je résiste, je suis fort. Donc en fait il y a plein de raisons, il y a plein de portes d'entrée à aller connecter ses émotions pendant cette séance de tatou en fait. Je pense que les gens qui viennent avec juste un dessin, ou qui veulent juste faire un dessin, peuvent vivre ça. En venant chez moi, oui. En accueillant ma pratique, oui, et j'en ai plein qui viennent à la base pour se faire tatouer. Ils se disent bon, elle fait de l'énergétique, elle fait des tatous initiatiques, c'est quoi? On ne sait pas trop. Donc ils sont curieux, ils viennent et donc ils viennent avec juste leurs simples dessins, leurs simples idées, et c'est ok. Et en fait,
je viens un peu appuyer sur les boutons et un peu triturer, en tout cas détricoter un peu le pourquoi des choses et d'aller un petit peu plus en profondeur. Et on se rend bien compte qu'il y a toujours autre chose. Et que dans la démarche de je veux juste me faire un tatou, parfois il y a des histoires, il y a des choses à aller reconnecter. Et quand je parle de choses à reconnecter, en fait, il y a un besoin de reconnexion à soi, clairement. Et donc oui, parfois la personne ne vient pas pour une démarche de développement personnel, de cheminement, que ce soit personnel, spirituel, etc. Mais qui, par la force des choses, dans la manière dont j'amène les choses, dont je les prépare et les échanges qu'on peut avoir, je ne vais pas dire qu'ils se laissent embarquer, mais en tout cas, ils s'ouvrent à autre chose que juste je veux un dessin sur un corps. Donc du coup, vu qu'ils sont ouverts, là on peut aller explorer d'autres pistes en fait. Après, même dans le tattoo classique, en vrai, hein, en tout cas je prends l'exemple de l'Al Studio, les personnes viennent parfois pour juste un dessin, quand bien même il y a une intention derrière souvent. Et il y a quand même des trucs qui se passent parfois avec ces gens-là, des émotions, des pleurs, des choses comme ça auxquelles tu t'attends pas forcément, parce que des fois juste le dessin n'est pas, comment dire, il n'y a pas une intention extrêmement profonde derrière, mais au final en le faisant il se passe, il y a un truc qui switch, donc je sais pas pourquoi en soi, est-ce que c'est la douleur, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le lien que tu as eu avec ton tatoueur, enfin bref, il y a tout un... Je pense que c'est le package. Il y a un cocktail de trucs qui fait que... Mais ouais, du coup, il y a pas mal d'émotions quand même par moment dans ce métier-là. Comment toi, tu arrives à ne pas prendre l'émotion de l'autre ? C'est une très bonne question. En travaillant sur moi, sur le côté ma gestion émotionnelle, en fait, tu te rends compte que, en tout cas, je me suis rendu compte, je parle pour moi, qu'on ne peut pas prendre l'émotion de l'autre, tu vois. Pour moi, une émotion, c'est personnel. C'est quelque chose qu'on vit pour soi, qui peut être partagé, qui peut être ressenti. Donc je peux être émue parce que la personne est dans son émotion, tu vois. De le prendre, je ne suis pas forcément d'accord avec, avec ce mot-là, prendre une émotion. Par contre, je peux comprendre le fait qu'on peut se sentir touché parce qu'on a une certaine sensibilité et que voilà, voir une personne pleurer, voir une personne vivre son truc, ça peut, oui. Et moi, je suis souvent émue en fait, en voyant mes clients s'ouvrir. C'est hyper touchant, je trouve ça beau, mais c'est mon émotion. C'est mon émotion que je vis parce que je suis spectatrice, ou en tout cas, je fais part d'une situation qui me touche en fait. Exactement. Ouais. Ok. Ouais, donc je parle plus pour les artistes ou autres d'ailleurs en vrai, les thérapeutes ou peu importe, quand tu es dans un métier qui est dans le social de façon générale, tu peux parfois être submergé en fait par les émotions des gens, pas forcément réussir à les gérer correctement, j'allais encore dire prendre, mais un petit peu les prendre pour toi en fait finalement. J'ai pas trop d'autres mots. Voilà, exactement. Et que ça te reste en tête, que tu passes tes soirées à penser à ça, et puis que tu n'arrives pas à te prendre du recul en fait. Comment tu fais en fait pour pas te laisser emporter dans tout ça ? Alors, je pose un cadre. Quand je dis je pose un cadre, c'est que quand on travaille dans l'accompagnement, on a une certaine posture à avoir. Je ne vais pas être aidante si je plonge avec la personne. Tu vois, c'est un peu l'image de t'aides quelqu'un à apprendre à nager. Si t'es pas là à tenir la perche quand elle en a besoin, tu vas pas lui être d'un grand secours, tu vois. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cette posture de c'est quoi mon rôle dans l'histoire ? Moi, mon rôle, c'est de pouvoir l'encadrer, de pouvoir lui donner un espace pour qu'elle puisse vivre ça en sécurité, tu vois, qu'elle puisse se sentir accueillie. Donc si moi, je plonge avec elle, tu vois, je l'aide pas. Dans le fond, je l'aide pas. Donc comment je fais pour pouvoir ne pas me laisser submerger, comme tu dis, par les émotions des autres, c'est que quand je suis dans un accompagnement, que ce soit en soins, en tatou, peu importe, j'ai ma posture. Les gens viennent me voir pour quelque chose. Donc on va dire que je mets ma casquette de je suis là avec ma perche pour leur donner un cadre et pour être là si besoin. Bien évidemment, pour avoir cette posture, il y a un certain travail à faire avant de savoir ce que ça fait,
déjà d'être dans l'émotionnel, sachant que moi, avant je ne l'étais pas. Donc ça a été aussi un cheminement pour moi de pouvoir me sentir à l'aise face à une personne qui pleure. Parce qu'il y a aussi de ça. Des fois, on se sent un peu décontenancé, ça peut être malaisant parce qu'on ne sait pas à quoi faire. Donc on revient un peu dans cette posture d'être, en fait. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas pour ma part, un deuil. Une personne de ton entourage vient de perdre quelqu'un et toi tu es là, tu es en ami. Qu'est-ce que je fais? Je suis mal à l'aise, elle est dans sa peine, qu'est-ce que je peux faire? En fait, on peut rien faire. Non, tu peux rien faire. Tu as juste besoin d'être, donc être là pour écouter. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, c'est juste une présence, tu vois. Donc juste prendre conscience et de dire parfois, quand on est mal à l'aise, quand on ne sait pas comment réagir, de le dire à l'autre. De dire, bah, écoute, là, je ne sais pas quoi faire avec ton émotion, ça me met mal à l'aise. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute et je t'incrimine, tu vois. Mais voilà, je ne sais pas, dis-moi, comment tu voudrais que j'agisse? De quoi tu as besoin, tu vois? Poser la question. Exactement, pour que la personne puisse... pour qu'il y ait un lien et que ça ne crée pas en fait une distance, parce que c'est dommage. Mais je peux comprendre que effectivement, quand tu viens... là, je parle pour les tatoueurs, le tatoueur lambda qui vient pour tatouer son client, être face à ça, dans son cadre, dans son référentiel, dans son cadre à lui, il est là pour faire un beau tatou. Il n'est pas là pour accompagner son client à vivre une émotion, à vivre quelque chose. Donc, je peux comprendre que ça peut être un peu déstabilisant, mais en sachant ça, si tu sais que justement, tu as souvent des clients qui viennent, qui te racontent des histoires, qui te racontent leurs trucs, tu vois, leur vie, leur trauma parfois, et qu'ils ont envie de parler, peut-être que ça pourrait être le bon moment d'apprendre à déjà prendre conscience qu'il y a t'es peut-être pas juste un simple dessinateur, encreur de peau, qu'il y a aussi ce côté accompagnement d'humain et que ça pourrait peut-être être le bon moment d'aller explorer ça et d'apprendre à encadrer ça pour que ton client il puisse aussi vivre plus qu'un simple tatou. Ouais, mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi culturel quelque part parce que on a des artistes ici, je parle des Italiens qu'on reçoit notamment, qui sont adorables et qui savent accompagner leurs clients, il n'y a aucun souci avec ça, mais on a eu, je crois, une ou deux fois avec deux artistes différents où la personne s'est mise à pleurer en fait, soit en voyant le tatou, soit à la fin du tatou, enfin dans le processus en fait. Et je me souviens que ces artistes-là sont venus me voir, moi, quand la personne était en train de pleurer, je fais quoi? Genre, je suis décontenancée, qu'est-ce que je fais? Je me dis, t'inquiète, c'est normal. Ici, on en a beaucoup. Ils me disent, ok, parce que chez moi, ça n'arrive pas, en fait. Ça n'arrive pas du tout. Donc, je dis le mot culturel, peut-être pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas commun. C'est pas commun et c'est pas... les gens s'autorisent pas, entre guillemets, à lâcher prise sur ça quand ils vont dans un shop de tatou, en fait. Donc... Après, forcément, ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Moi, je pense que c'est ça, en fait, qui fait que quand les gens viennent prendre contact avec nous, on est là dans cette démarche d'aller pousser un petit peu le pourquoi, c'est quoi la démarche, etc. On met tout en place pour avoir un environnement qui permette aussi à ce que la personne se sente à l'aise. Donc, forcément, il y a un relâchement, tu es moins en tension. Donc, quand tu relâches, tu te sens déjà un petit peu plus sensible et tu te laisses peut-être toucher un peu plus que si tu étais en tension. Donc, je pense que c'est un peu le combo de notre manière de préparer le client à vivre sa séance, parce qu'on les accompagne, tu vois, pour le coup, c'est toi qui t'en charges. Il y a vraiment ce côté... je prends soin en fait, je prends soin de toi, je t'explique, si tu as des questions n'hésite pas. Donc il y a vraiment ce côté, pour moi c'est prendre soin de l'autre, de considérer. Et quand les artistes qui sont pareil, hyper choux, qui sont pas non plus dans la tension, forcément ça crée des choses. Et vu que... Alors après, ça c'est juste mon point de vue, il faudrait leur demander, ça pourrait être hyper intéressant d'ailleurs. Peut-être que eux, dans leur environnement, dans leur studio, ils n'ont peut-être pas forcément cette démarche à ce point-là, que nous on peut avoir, et donc du coup, eux aussi vivent
un peu le ricochet de ce qu'on met en place. Et je trouve ça chouette au final. C'est que même pour eux, en tant qu'artistes, se rendre compte que l'environnement, la manière d'accueillir, de mettre en place un projet, de discuter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension et que ce soit détendu, ça laisse place à ces émotions-là. Et je trouve ça beau au final. Ouais, mais je pense que c'est lié en vrai. Enfin, en tout cas, les deux artistes auxquels je pense travaillent dans deux milieux totalement différents. Il y en a un qui est en open space tout le temps avec 6 artistes autour. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que c'est normal entre guillemets qu'ils n'y côtoient pas souvent ce c'est pas type intimiste, de client. quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je peux comprendre que là, tu as un peu du mal à lâcher le truc. Bien sûr. Et l'autre, par contre, il est en one-one avec son client tout le temps. Mm-hmm. Mais après, je me dis, c'est aussi la posture que tu as en tant qu'artiste ou en tant que manager ou en tant que quoi que ce soit. Si tu laisses pas forcément la porte ouverte ou une petite brèche, forcément, les personnes ne vont pas s'engouffrer dedans. Mais ils vont pas s'autoriser. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout que cet artiste-là est très dans l'humour. Je parle d'Andrea. J'avais capté. On va donner les noms parce que voilà, mais je parle d'Andrea qui est très dans l'humour, d'en faire passer un bon moment festif en fait à son client. Donc je peux comprendre qu'il a été un peu décontenancé. Mais tu sais pourquoi il est dans l'humour tout le temps ? Pour cacher des trucs. Parce ça, que pour pas avoir à gérer l'émotion, ça bien sûr. Mais ouais, c'était assez rigolo de voir qu'au final, ils prennent le ricochet de tout ça et mais c'est ils bien. vivent malgré eux. En même temps, ils viennent ici. Bah oui, après... Quelle idée ! C'est de leur faute, quoi. Quelle idée ! À un moment donné... Non, mais c'est chouette. Après, moi, j'ai vraiment créé le studio aussi pour ça, pour montrer aux clients que on peut vivre son tatouage autrement et aux artistes aussi. Quand le client, il est en confiance, il est disposé, il se rend disponible, que l'artiste aussi, il se passe des trucs, il se passe des vraies connexions, il se passe des choses... c'est trop beau. Enfin, moi, je trouve ça... Enfin, je vois pas comment on pourrait vivre le tatouage autrement, avec ma sensibilité. Bien sûr que je comprends qu'il y a certains qui aiment le truc rock'n'roll et se faire tatouer en convention et tout ça. Mais pour d'autres, de se dire que ça peut aussi se passer autrement, quoi. Il y a certains clients, du coup, qui osent peut-être pas forcément montrer leurs émotions, qui veulent être dans le « non, je suis fort, non, je pleure pas, non, je suis pas faible », voilà. Quand bien même c'est pas une faiblesse. Pas du tout, au contraire. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui n'osent pas oser? Ouais et non en fait, parce que je pense que chacun doit vivre son expérience en fait. Si t'es dans le contrôle, je l'ai été et je le suis encore, tu vois, il y a pas de... c'est que à un moment donné, t'as des choses à prouver. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de conditionnements, beaucoup de croyances derrière tout ça, de se dire il y a des gens qui pleurent pas, hein. Il y a des gens, ça fait des années qui n'ont pas pleuré, qui savent même plus ce que c'est que de ressentir un peu cette boule-là qui fait que... Donc, tu vois, je vais pas leur jeter la pierre en disant « Ah, mais il faut que tu pleures ». Non, si c'est pas ok, c'est pas ok. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Et quand bien même, si tu le sens et que tu n'y arrives pas... mais là, c'est plus ceux qui le ressentent, mais qui s'autorisent pas à le faire, en fait. Par peur du regard des autres. Ouais, ça va être reçu, tu vois. Tout dépend de l'environnement. C'est pareil si... Alors, on va remettre le contexte. S'ils sont avec moi, dans ma propre démarche, voilà, et qu'ils n'osent pas, en fait, j'en ai pas, je suis en train de réfléchir, mais ça n'existe pas chez moi. Tu viens me voir, tu pleures. Non, mais en fait, c'est tout un contexte pour pouvoir oser. Tu vois, pleurer, c'est quoi en fait ? C'est se montrer vulnérable. C'est se sentir relativement en confiance pour montrer une facette de soi qui n'est pas la facette brillante de la personne forte qui gère et qui machin. Quand tu pleures, déjà, il y a un côté, je m'assume en fait pleinement et je m'en fous. Tu vois, peu importe ce que l'autre peut... tu vois, il y a un truc de, ok, je mets un genou à terre, ouais, là j'ai envie de pleurer, je pleure. Tu vois. Donc, si les gens n'osent pas... je vais pas dire que je trouve ça dommage, mais c'est leur expérience, tu vois. Donc, tout ce qu'on met en place ici est fait pour que la personne puisse se sentir dans les meilleures conditions. En fait, quand on passe la porte du studio, il n'y a pas d'ego, que ce soit les artistes comme les clients. Moi, c'est ce que je dis. Peu importe si tu es multimilliardaire, chef d'entreprise ou pas du tout, que tu as été malade, que tu as vécu des trucs. En fait, nous, là, on est entre humains. C'est pas moi qui sais mieux que toi et tu vois, on est là ensemble. Donc,
Si moi je suis pas aussi authentique, vulnérable, ça va pas montrer le chemin à la personne de faire la même chose, tu vois. Donc si moi je m'autorise à vivre mes émotions, à parler simplement, à ne pas forcément jouer un rôle, bah, l'autre en face, forcément par effet miroir, bah, va se sentir plus à même et à l'aise de faire la même chose, tu vois. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais non. Alors, Pas du tout. oui, si, en partie. Ce que je retiens, c'est que si t'oses pas, et c'est juste, c'est pas ok. le moment de le Bah faire, oui. en fait. Après, il Y a pas besoin de forcer y a non l'autre côté de la question de ceux qui osent et qui s'excusent de le faire. On fait quoi Ça, avec c'est ça, encore en autre fait? chose. Ben, ceux qui osent et qui s'excusent, moi j'ai envie de leur faire un gros câlin déjà. Il n'y a pas à s'excuser en fait. En tout cas, moi j'accueille et c'est beau. Et au contraire, ben, si tu as besoin de pleurer et que tu as envie de pleurer seul, ben, je sors de la pièce et je te laisse pleurer ce que tu as à pleurer en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois à la fin de la séance, de laisser un temps. Et je trouve que c'est même important, tu vois, de laisser un temps. Et je te montre du doigt. En tout cas, quand tu t'es fait tatouer là dernièrement et que tu as eu aussi cette émotion-là, j'ai pu du coup observer la tatoueuse qui était mal à l'aise et qui savait pas trop mais machin, mais t'inquiète, ça va aller et à passer dans le rire, forcément parce que mal à l'aise. Tu vois, si ça avait été moi, je t'aurais laissé dans le box, je t'aurais laissé faire ton truc et une fois que tu serais, voilà, t'aurais sorti je t'aurais servi un verre d'eau. Enfin, je dis pas que c'est pas bien, mais parfois il y a aussi besoin des fois de ce temps-là. Et pour les gens qui s'excusent, tu vois, je me raccroche à ça. Généralement, les gens qui s'excusent, c'est d'habitude je le fais pas ou je pensais que je pouvais faire autrement. Et là, je me rends compte qu'en fait, ben c'est là et je sais pas quoi faire avec ça, donc désolée. Donc bah non, en fait, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Au contraire, vis ton truc et prends le temps et tiens, je te donne des mouchoirs et dès que ce sera ok pour toi, que tu seras un peu redescendu, tu viens me voir, tu vois. Bah oui, après, pour revenir à ce que tu me disais de Anna, là, basculer dans le rire pour un peu apaiser le truc si t'es mal à l'aise ou quoi, en soi, c'est pas une mauvaise option, je trouve. Mais le rire, c'est différent. Tu sais que le rire, c'est aussi un moyen, de faire sortir les choses. Donc, il y en a qui pleurent pas forcément, mais qui vont rigoler. Et par le rire, il y a quand même une libération qui se crée. Quand tu rigoles, t'as déjà essayé d'être tendu en rigolant. T'es forcément détendu quand tu rigoles, tu vois. Donc, tu peux être tendu en rigolant. Mais oui, mais c'est vrai. Bah oui, tu vois, tu pleures, tu peux pas être crispé. Tu pleures, il y a quelque chose qui se, tu vois, qui se relâche. Ça dépend de pourquoi tu pleures. Bon, là, c'est expérience personnelle, peut-être. Ok, mais alors, si tu pleures de colère, il y a un truc qui est différent. Où tu restes dans la... Tu vois, c'est trop, c'est les nerfs, quoi. C'est différent. C'est alors qu'effectivement... C'est pas les mêmes pleurs. Non, c'est pas les mêmes pleurs. C'est pas les mêmes pleurs. Bon, là, on peut partir dans tous les types de pleurs. Ouais, bon, c'est pas le sujet. Mais on pourra faire une vidéo sur les types de pleurs. Mais enfin, oui, il y a différentes façons de le vivre, quoi. Mais enfin, oui, le fait de passer sur l'humour un peu pour détendre le moment, c'est pas... c'est même mieux, j'ai envie de dire, que d'être un peu comme ça, mal à l'aise et de pas savoir quoi faire. Tu demandes à la personne ce qu'elle a besoin. C'est toujours pareil. Après, c'est au cas par cas, c'est au ressenti. C'est deux humains, donc forcément, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Je pense que c'est au feeling. Tu vois, Anna, je pense qu'elle n'avait pas d'autres cartes à jouer que ça. Et que toi, sur le moment, peut-être que ça t'a... Je pense que c'était la surprise aussi, à mon avis. Ouais, bah oui, c'est sûr qu'elle ne s'attendait pas... C'est qu'elle me disait, mais je suis désolée de t'avoir fait mal. Mais c'est pas la première fois. Ouais. Parce que, le début de ma session, j'étais dans la douleur. Donc, elle a gardé ce truc de putain, elle est dans la douleur depuis 5 heures, on fait quoi, tu vois. En même temps, elle est tatoueuse, donc faire mal aux gens à un moment donné, c'est quelque chose dans l'équation qu'il va falloir accepter. Quoi. Mais ouais, du coup, les pleurs qui sont sortis n'étaient pas du tout des pleurs de douleur. Du coup, elle était là, mais pardon, non. Il faudrait que je l'accompagne, Anna, là-dessus. Ça oui, je pense, parce que il y a un côté de... Mais la gestion de la douleur chez les tatoueurs... Je rebondis là-dessus parce que j'ai eu cette conversation avec elle. Je sais qu'elle a du mal avec ça. C'est quelque chose qui la touche et savoir gérer la douleur de son client. Alors, savoir gérer la douleur. Accompagner son client dans son processus d'acceptation de. Tu te fais tatouer, tu sais bien que tu vas pas te faire masser. Donc, à un moment donné... Mais il y a des phases où, tu vois, par exemple, quand j'accompagne quelqu'un dans une grosse séance, passer 3 heures,
voilà, ça devient compliqué, on le sait tous. Il y a des phases en fait. Et si tu arrives à te connecter justement à ce que ressent ton client, tu sais à un moment donné s'il a besoin de soutien et de l'entraîner dans « Ok, tu traverses ça, on va traverser ça, je vais t'accompagner à traverser ça pour aller découvrir ce qui se passe. » Une fois que parce qu'il y a vraiment un shift à ce moment-là, de savoir si c'est le mental qui te dit « Ah ben je peux pas, ah mais j'y arriverai pas, ah mais c'est trop dur » et là on est dans la crispation. Donc en tant qu'artiste, tu vois, je pense que c'est fondamental. En tout cas pour moi ça l'a été quand j'ai compris que la douleur faisait partie d'un processus de libération émotionnelle, d'apprentissage de ses propres limites, de pouvoir toucher des sphères qu'on n'a pas l'habitude de toucher dans le quotidien parce qu'on va pas au bout de ses capacités, au bout de ses forces. Tu vois, c'est comme les personnes qui font du sport extrême, tu vois, des marathoniens. Où, à un moment donné, tu lâches le mental, c'est le corps qui gère, quoi. Les femmes qui accouchent, c'est pareil. À un moment donné, si tu restes dans ton mental, le bébé, il sort pas, quoi. Donc, tu es obligé de t'abandonner. Et dans le tatouage, c'est exactement... En tout cas, pour moi, j'ai vraiment fait le distinguo. C'est exactement la même chose. Et quand on vient commencer à toucher à ces sphères-là et de pouvoir accompagner ses clients à connaître ça, là, on passe dans un tatouage qui est... une expérience du tatouage qui est complètement différente, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci. C'est vrai. J'adore. Je te remercie, Pauline, pour ouais, ce soutien. Je suis d'accord, en fait. Donc oui, bien sûr. Et donc, ouais, que les artistes puissent prendre conscience de ça. Et comme je dis, pas besoin de faire du soin, mais faire vivre le tatouage, d'aller entrer un petit peu plus en conscience, de se connecter avec son client, de ressentir, ok, quel bon... C'est le timing, est-ce que je le pousse à, tu vois, ou est-ce que au contraire c'est vraiment juste et stop. Des fois, quand je dis je pousse, souvent les personnes ne se rendent pas compte de leur capacité. Et parfois il y a besoin de, tu vois, la petite pichenette qui fait que elle va aller au-delà de ce qu'elle pense être capable pour se rendre compte, waouh. Je rentre dans une salle, là, j'ai ouvert la porte, je rentre dans une pièce, je m'imaginais pas ça. Donc, et ça se sent en fait. Après, ouais, Anna, je pense qu'elle le sent quand même, j'ai l'impression. Je sais pas, je me suis pas fait tatouer par elle. Si, je pense. Ok. Je pense. Enfin, en tout cas, comment dire, elle est capable de laisser la place au client de faire ce qu'il a à faire, tu vois. C'est ça la différence, ça va pas être dans le... Enfin, comme moi je l'ai ressenti en tout cas. Là, enfin, la seconde partie du tatou que j'ai eu, en tout cas, où il y a eu la grosse libération émotionnelle, etc., elle m'a laissé la place de faire mon truc, en fait. Elle m'a pas... elle s'est pas arrêtée en voyant que je respirais d'une telle façon, que j'étais dans mon truc, j'étais dans mon flow dans mon flow, quoi. Elle a laissé la place pour faire ça, en fait. Et je pense que... pas tous les tatoueurs sont capables de le faire, je pense. Après, là, il y a un truc qui fait que t'as pris le lead sur ta séance. C'est-à-dire que t'as mis en place une certaine respiration pour pouvoir gérer ta séance. Ouais. Tu vois, les personnes qui sont pas dans ton cas, qui vont être en tension, qui vont être dans, tu vois, dans forcément... Là, c'est toi qui as pris le pouvoir sur ta séance. C'est-à-dire que tu l'as géré comme toi, c'était bon pour toi. Donc forcément, tout le monde ne le fait pas, mais on s'entend, elle s'est calée sur tes besoins pour pouvoir elle aussi, tu vois, finir sa séance, ajuster, faire en sorte que ton tatou puisse se terminer. Donc, parce que tu as pris le lead là-dessus. Je pense que si tu avais été dans la crispation, elle t'aurait quand même tatoué ou elle t'aurait dit « Ah bah, on arrête », tu vois. Tu vois la nuance? Parce que justement, tu as eu cette conscience de te mettre dans ta bulle, de faire ce que tu avais besoin de faire pour pouvoir traverser ça. Ouais, mais tu vois, il y a quand même un moment où bref, vers la fin du tatou, je crois, je suis un peu revenue dans mon mental en me disant « Ouais, mais ok, mais là, je respire quand même vraiment fort, fort, fort. Et ça se trouve, ça la gêne, elle me le dit pas, tu vois. Mais, tu lui as posé la question? Non, parce que je pouvais pas en fait. C'était, en fait, si je reviens dans le mental, toi. c'est terminé quoi. Donc non, je me suis juste posé la question de ah putain, est-ce que ça la dérange? Bon, j'ai pas la pression, allez, on est. Mais après, c'est pareil, tu vois, la posture du tatoueur, c'est aussi au tatoueur à guider son client. C'est-à-dire que, imagine, on fait ça, c'est moi qui te tatoue. Si je vois que ta respiration me gêne dans ma technique, je vais te le dire et je vais te guider peut-être pour le faire autrement.
Mais c'est aussi au tatoueur d'exprimer aussi ses besoins. Et ça veut pas dire que exprimer ses besoins empêche l'autre de vivre son truc. C'est juste de réussir à trouver un compromis pour que les deux puissent être à l'aise en fait dans cette démarche-là. Ça n'avait pas l'air de la déranger. Non, bon après c'est Anna quoi, elle est trop mimes. Mais ouais, en tout cas, il y a tellement de... Il y a quand même beaucoup de subtilité, hein, que ce soit de la part du client comme de la part de l'artiste. Beaucoup disent que être tatoueur, c'est juste faire des beaux dessins techniques, mais en fait, il y a toutes ces sphères-là en fait, à prendre aussi en considération, quoi. Si tu as envie de faire un beau dessin, un beau tatouage bien technique, machin, il faut quand même gérer la respiration du client, il faut quand même gérer ses potentielles émotions, il faut quand même le guider pour qu'il puisse avoir une posture qui lui soit confortable pendant 3 heures, et enfin tu vois, c'est pas que de la technique quoi. Ça c'est encore un truc que pas mal d'artistes devraient apprendre, je pense. C'est pour ça que j'accompagne les artistes à apprendre un peu plus à avoir conscience de tout ça pour leur faciliter aussi leur pratique au quotidien et voilà, l'expérience, leur expérience client quoi. Et du coup pour en revenir un peu aux émotions, parce que à la base le podcast était sur ce sujet-là. Allons-y sur les émotions. Mais on va rester dans le même thème au final, des émotions fortes que tu peux vivre pendant une session. Est-ce que toi tu as un souvenir d'un client, d'une histoire qui s'est passée, d'un client qui a eu une émotion vraiment forte, où il s'est passé quelque chose et ça t'a marqué? J'en ai plein. Tu peux en donner plusieurs, hein. Ouais, là après j'ai donné l'exemple tout à l'heure, enfin, je pense à lui, sur ce fameux tatouage sur la jambe, la cicatrice, etc. On ne s'attendait pas à lui révéler ça en fait. Lui comme moi, je ne savais pas du tout. Après, est-ce que ça m'a marqué? Ça fait partie de mon quotidien en fait maintenant, donc je ne vais pas dire que ça ne me touche pas, bien au contraire, c'est ultra touchant. Mais ça me marquait plus au début, quand j'ai commencé ma pratique, parce que j'avais moins l'occasion de connecter ça. Mais du coup, au début de ta pratique, est-ce qu'il y a un moment où vraiment ça t'a marqué? Ou peut-être même ça t'a fait te rendre compte que il se passe des trucs, quoi. Ouais, en fait c'est ça, c'est ces clients qui pleuraient, qui pouvaient partir dans des états de transe. Généralement, ce qui marque, c'est les choses auxquelles on n'a pas forcément l'habitude et qui peuvent surprendre. Là, tu vois, quelque chose qui m'a marqué, c'est pareil, c'est peut-être un vocabulaire, mais hier, j'ai fait une séance d'accompagnement pour un professionnel, un entrepreneur, qui a pris un accompagnement. Bref, et là, on était sur sa 6e séance et on était censé faire un soin. Aujourd'hui, c'était coaching soin, donc on a discuté pendant 1 heure et la dernière demi-heure, c'était la demi-heure de soins. Et en fait, à un moment donné, on a bien senti tous les deux qu'il se passait quelque chose pendant l'échange, en fait. Et en fait, il a commencé à verser une larme. C'était pas des gros sanglots, mais il me dit « Mais Marion, tu te rends compte que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas pleuré ?» Et là, il se passe un truc, et il était dans son émotionnel et on sentait bien, enfin, dans l'atmosphère, dans l'énergie de la pièce, il y a vraiment des choses qui se jouent. Ce qui me fait dire que des fois, il se passe des choses, on ne contrôle pas, on ne prévoit pas. J'avais prévu de faire un soin et quand je lui ai posé la question « Est-ce que tu penses que c'est juste ?» Il me dit « Non, en fait, c'est déjà parfait. Enfin, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'autre. C'est déjà en cours. » Donc là, je pense à toutes les personnes, tu vois, qui peuvent parfois être mal à l'aise ou qui sont dans le contrôle, à vouloir tout, tu vois, cadrer, parce que ça rassure de cadrer, en fait. Ça donne une certaine sécurité. De prendre conscience que, en fait, juste des fois, à s'ouvrir, à accueillir ce qui se passe, il se passe des choses, quoi. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment pas besoin de faire quelque chose. Et ouais, hier, ça m'a fait prendre conscience que parfois juste la parole, les mots qu'on envoie, en fait, ça a une vibration. Les intentions qu'on pose quand on parle, ça peut aussi toucher les gens. Et il y a ce qu'on dit, la manière dont on le dit, il y a la forme, tu vois, la diction, l'éloquence, tout ça. Mais il y a aussi le fond. Et je pense que c'est ça qui l'a touché et qui a fait qu'on a pu aller connecter cette sphère-là. Parce qu'en fait, il s'est autorisé à s'ouvrir et à poser un genou à terre, à être vulnérable. Il m'a dit, sans rentrer trop dans les détails parce que c'est personnel, mais il y a un événement dans sa vie qui a fait qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus pleuré. Il a arrêté de pleurer. Et là, en fait, je dépose les armes, en fait. J'ai plus besoin
de me battre, j'ai plus besoin d'être la personne forte, j'ai plus besoin... En fait, des fois dans la vie nous fait vivre des événements qui nous font évoluer dans le fond. Ça peut être dur, ce qui fait qu'on se crée une carapace, qu'on se crée un personnage, mais dans le fond, c'est pas nous. Ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de se sentir en sécurité, et c'est ok, mais à un moment donné, on n'a plus besoin de ce personnage-là, en fait. Il n'y a plus lieu d'utiliser ces carapaces et ces outils-là, parce que la situation de danger qu'on a pu vivre à un moment X, qui nous a demandé de se mettre dans ce personnage-là, n'existe plus, il n'y a plus besoin. Donc juste des fois de prendre conscience que, en fait, ça fait des années que je porte une armure, il n'y a pas de danger autour de moi, quoi. Et parfois, je provoque le danger pour me dire « Ah, bah là, tu vois, ça justifie l'utilisation de mon armure. » Alors que, tu vois, il n'y a pas besoin. Donc ouais, ça s'est passé hier et ça m'a vraiment touchée de voir un homme mettre un genou à terre et de se sentir bien avec ça, tu vois. Je me dis, mais waouh, c'est pour ça que je fais les choses. En fait, c'est vraiment pour ça que j'accompagne toutes ces personnes, que ce soit entrepreneurs, tatoueurs ou des personnes, tout type de personnes en soins. C'est de reconnecter à notre humanité, en fait, reconnecter à se dire que bah ouais, on est humain, il n'y a pas besoin de toujours être dans le combat. Poser les armes à terre, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec tout ce dont on vient de parler ensemble aujourd'hui, on se rend bien compte que le tatouage, c'est pas juste du rock'n'roll et être dans le dur tout le temps. Ça peut aussi être vécu autrement. Et c'est pour ça que Marion a créé le studio Sweet Ink pour accueillir les clients sensibles en quête d'une expérience différente. Et si tu fais partie de cette catégorie, sache que tu es le bienvenu. N'hésite pas à nous contacter. En attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode et on se dit à la semaine prochaine.